Bonjour et bienvenue au webinaire de la Société Santé en français. Je m'appelle Jérémy Robert, je suis agent des communications et de mobilisation des connaissances à la Société. Je vous propose aujourd'hui notre deuxième webinaire de la programmation hiver-printemps 2018, webinaire qui regroupe deux séries, donc la série Découverte et la série Développement professionnel. Tout d'abord, un bref survol de nos webinaires et des objectifs. Donc, la Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des francophones et acadiens-acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de qualité offerts dans leur langue. On poursuit trois objectifs avec les webinaires. Donc, premièrement, offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Deuxièmement, faciliter la prise de décisions éclairées par les données probantes. Troisièmement, favoriser les interactions entre les producteurs et les utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, on vous propose le webinaire PPDS, une approche intersectorielle favorisant l'innovation et le développement social de nos communautés francophones, qui sera donné par Mme Céline Romanin, coordonnatrice nationale de l'initiative nationale Ensemble pour le développement social francophone et acadien du Canada, qui est à la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada. Cette initiative nationale finance depuis octobre 2016 plus de 34 organismes nationaux, provinciaux et territoriaux et permet la mise sur pied de 29 projets d'innovation sociale qui contribuent directement au bien-être de tous les francophones et acadiens vivant en situation minoritaire au pays dans 4 grands secteurs d'activité. Les parents, les jeunes, les femmes, les aînés et retraités francophones. L'objectif du webinaire est donc de présenter les résultats, les défis et les bonnes pratiques de cette initiative nationale intersectorielle, ainsi que son approche intermédiaire dans le développement de l'innovation et de la finance sociale. Quelques mots sur notre présentatrice, Mme Céline Romanin. Donc, elle œuvre en gestion de projet et développement communautaire depuis plus de 15 ans. Elle a coordonné plusieurs initiatives nationales visant l'amélioration du mieux-être des francophones et francophiles vivant dans les communautés en milieu minoritaire, rural ou en région éloignée. Elle a collaboré avec l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne sur le dossier Soutenir les personnes aidantes et travaille actuellement avec la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, la FAAFC. Depuis 2009, elle coordonne pour la FAAFC des initiatives visant la prévention, le développement d'outils de sensibilisation et la formation des aînés et retraités francophones. La plupart des initiatives mises en place par la FAAFC et ses regroupements membres visent au mieux-être des aînés et retraités francophones par la mise en œuvre de projets et stratégies par et pour les aînés. Elle coordonne actuellement une initiative nationale de développement et innovation sociale des communautés francophones, dont l'objectif est de permettre à des organismes provenant des 4 secteurs mentionnés précédemment de mettre en place des projets novateurs et qui engagent le développement social dans leur communauté. Je dois ici mentionner que la FAFC et la société là, collaborent depuis un certain temps dans les projets au niveau des communautés là, francophones et acadiennes en situation minoritaire. Avant de laisser la parole à Céline, j'aimerais vous donner quelques indications sur notre plateforme webinaire. Donc, comme participant, lorsque vous vous êtes joint à nous, vos micros ont automatiquement été mis en sourdine ainsi que vos caméras. Seuls les conférenciers ont le micro et la caméra allumée. Et lors de la période de questions qui va se dérouler dans les 10 dernières minutes du webinaire, 10 à 15 dernières minutes du webinaire, vous aurez 3 options pour échanger avec Céline pour approfondir des éléments présentés lors du webinaire. Donc, premièrement, la fonction conversation, qui est une petite boîte de dialogue que Zoom vous offre. Ensuite, la fonction questions-réponses, qui est encore une option offerte. Ou si vous voulez vous adresser directement à nous, vous avez une petite main
À ce moment-là, cela me permettra d'activer votre micro et vidéo, puis on pourra interagir là, ensemble. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Céline. Je suis en train d'accéder à ma présentation PowerPoint. Voilà. Alors, merci beaucoup, Jérémy. Est-ce que vous voyez présentement à l'écran la présentation PowerPoint? On voit la présentation et on t'entend très bien, Céline. Parfait, ça marche, parfait. Alors, merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation et pour l'entrée en matière du projet Ensemble. J'aimerais remercier rapidement la Société Santé en français pour cette invitation à venir vous présenter ce webinaire dans le cadre des webinaires découvertes. C'est toujours une belle occasion de présenter les initiatives qui se déroulent dans nos communautés francophones et acadiennes. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter rapidement une initiative qui déjà se déroule depuis 1 an et demi et qui est dans sa dernière ligne droite vers la fin de son projet. Donc, l'initiative Ensemble, c'est un projet qui a débuté en mai 2016. C'est un projet novateur qui fait appel à des nouvelles façons de fonctionner, autant au niveau des communautés qu'au niveau du gouvernement. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous présenter très rapidement là, les grandes lignes de ce projet national, mais également vous donner un peu une rétrospective de nos résultats en mi-parcours, donc nos résultats atteints jusqu'à présent, et également vous présenter un peu les grands concepts qui semblent se dévoiler de ce projet, donc les concepts d'innovation sociale, d'intersectorialité et de finances sociales. Je vais également vous inviter à la fin de cette présentation à partager avec nous vos rétroactions, vos expériences également et vos commentaires par rapport à ces grands concepts-là. Je sais que parmi les participants de ce webinaire, certains sont des participants au projet, donc n'hésitez pas là, à la fin de cette présentation pour nous faire part de vos propres expériences sur le terrain. Moi, je vais quand même présenter les grandes lignes. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, le projet Ensemble pour le développement des communautés francophones et acadiennes, c'est une initiative nationale qui touche 4 grands secteurs des communautés francophones et acadiennes, portés par 4 grands organismes nationaux. C'est le secteur des femmes, porté par l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, le secteur des parents francophones, porté par la Commission nationale des parents francophones, le secteur des aînés francophones, porté par la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, et le secteur de la jeunesse, qui est porté par la Fédération de la jeunesse canadienne française. C'est une approche intermédiaire en collaboration avec 4 grands organismes nationaux. Et pour ce faire, les 4 grands organismes se sont dotés d'une entente de collaboration et de gestion pour bien coordonner et gérer l'ensemble du projet et également pour assurer la distribution des fonds qui lui ont été octroyés par le ministère Emploi et Développement social Canada, qui est le ministère qui a bailleur de fonds de ce grand projet. On a, en plus d'une entente de gestion, pour assurer le bon fonctionnement de ce projet, on a mis en place une forme d'opérationnalisation sectorielle. Donc, chacun des secteurs du projet a un coordonnateur de secteur qui, lui, s'assure du bon déroulement, de l'appui,
apporter aux organismes sous-bénéficiaires de son secteur. Chacun des coordonnateurs de secteur travaille en collaboration avec la coordination nationale et assure un pont entre les organismes sous-bénéficiaires et le comité de gestion par l'entremise de la coordination nationale du projet, mais également entre le ministère et les organismes sous-bénéficiaires. Donc, ça permet un meilleur fonctionnement au niveau de la coordination globale de l'initiative nationale. Alors, le projet, comme on le mentionnait tout à l'heure, vise 4 secteurs et le projet répond aux 4 grands objectifs du programme. Alors, dans le titre de la présentation webinaire, on parle de PPDS. PPDS, c'est l'acronyme pour le partenariat le programme de partenariat de développement le programme de partenariat de développement social. C'est les 4 grands objectifs de ce programme. Donc, le premier objectif touche le premier secteur, c'est-à-dire le premier objectif était de soutenir les transitions dans un contexte où l'évolution démographique des facteurs complexes pour aider les personnes aidantes, les proches aidants, à composer avec leur rôle et s'y adapter de façon positive. Historiquement, l'Alliance des femmes a développé de nombreux projets pour venir en aide aux personnes aidantes. Et cet objectif-là est parrainé par l'Alliance des femmes dans l'ensemble, dans un des secteurs du projet. Le deuxième objectif était d'assurer l'égalité des revenus dans les familles marginalisées en abordant les obstacles à l'emploi et à l'intégration communautaire en développant des projets et des mesures de soutien pour venir en aide aux parents francophones. Cet objectif-là est parrainé par la Commission nationale des parents francophones. L'objectif de soutenir les transitions dans un contexte en favorisant le vieillissement positif et actif des personnes aînées francophones est parrainé, est parrainé par la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada. Et finalement, le quatrième objectif, qui est de soutenir les transitions des jeunes francophones en fournissant aux jeunes les outils, formations et ateliers dont ils ont besoin pour se préparer à obtenir et à conserver un emploi et à développer l'entrepreneurship. C'est un des objectifs qui est parrainé par la Fédération de la jeunesse canadienne-française. En plus de ces 4 grands objectifs de programme, un des grands objectifs du projet PPDS, Ensemble pour le développement social des communautés, c'est de développer des projets qui favorisent des approches axées sur l'innovation sociale et en créant ainsi de nombreux partenariats qui permettent de recueillir des fonds supplémentaires de finances sociales qui doivent atteindre à la fin du projet, donc en décembre 2018, plus de 2 millions de dollars en finances sociales. Je vais présenter très rapidement tout à l'heure c'est quoi la finance sociale, de quoi il s'agit, mais c'est un des grands objectifs du projet et un de nos défis intéressants. Comme le mentionnait très rapidement Jérémy tout à l'heure lors de la présentation du projet, l'initiative nationale finance 29 projets à travers le pays, dans pratiquement toutes les communautés et dans les 4 secteurs définis. Donc, nous avons 11 projets financés pour le secteur des aînés et aînées francophones. Nous avons 8 projets d'appui aux personnes aidantes dans le secteur des femmes et personnes aidantes. Il y a un grand projet national au niveau du secteur des parents, développé sous 5 volets et ce projet-là est appuyé par plus de 10 associations provinciales et territoriales des parents francophones. Et finalement, il y a un projet national développé au niveau de la jeunesse canadienne-française et 8 projets développés par et pour les jeunes francophones dans le secteur de la jeunesse.
Ça fait plusieurs retombées, ça, au niveau des communautés francophones et acadiennes. Alors, qu'est-ce qu'est le financement social, qui est un des grands objectifs du projet? Bien, la définition de la finance sociale pour le comité de gestion et l'initiative ensemble, c'est tout financement qui provient de d'autres sources que du gouvernement fédéral. Donc, on parle ici de financement provincial, municipal, on parle de revenus, de fondations, du secteur privé, mais on parle également de toute autre initiative ou financement généré par de l'entrepreneuriat social ou autres prestations de services ou initiatives ou contributions en nature. Donc, le terme est assez vaste et l'objectif de cette initiative-là, c'est de permettre à des organismes d'avoir un appui au niveau de leur secteur pour aller développer cette finance sociale-là dans leur communauté, dans leur secteur. Alors, au départ, l'initiative Ensemble a reçu un investissement de plus de 3 millions de dollars qui a été réparti, c'est-à-dire dans les 4 grands secteurs de façon équitable, transparent et uniforme. Et puis, au bout de ces 2 ans de projet-là, un montant de 2 millions de dollars doit être recueilli en finance sociale, c'est-à-dire en financement autre que du financement fédéral. C'est un ratio de 1,2. Dans les résultats de projet, je vais vous mentionner où on en est rendu présentement. Donc, en décembre dernier, nous avons procédé à une évaluation de mi-parcours. Les projets étaient entamés depuis plus de 12 mois. Donc, on a développé un plan d'évaluation global pour mesurer les retombées quantitatives et qualitatives de tous les projets, mais également de l'ensemble de l'initiative. Alors, en mettant en place des outils communs, des formulaires de sondage, des formulaires de suivi, on a obtenu des données intéressantes, notamment que plus de 113 000 personnes ont été, 114 000 presque, ont été rejointes dans nos communautés francophones et acadiennes, avec des bénéficiaires directs de tous les projets de plus de 11 250 bénéficiaires directs. Ça représente environ 80 communautés francophones et acadiennes impliquées dans le projet. Ce qui est intéressant de noter comme donnée, c'est le nombre de partenaires. Plus de 500 partenaires ont été répertoriés suite à l'évaluation de mi-parcours. De ces 500 partenaires-là, on peut dire que depuis 1 an de projet, plus de 250 nouveaux partenaires ont vu le jour. Ça peut être des partenaires communautaires, mais plusieurs sont des nouveaux partenaires financiers également, ce qui représente vraiment une belle, un beau résultat depuis le début de projet, depuis le début de tous les projets. C'est quand même 50% de plus de nouveaux partenaires qui ont vu le jour depuis octobre 2016. Tout à l'heure, je vous mentionnais de finance sociale. L'objectif final de la finance sociale était de recueillir 2 millions de dollars en finance sociale à la fin de l'initiative en décembre 2018. Bien, en mars 2017, nous avons procédé à notre première évaluation de la finance sociale pour la première année fiscale du projet. Et en date du 31 mars 2017, nous avions atteint déjà 60% de l'objectif final. Donc, en mars 2017, on avait répertorié à travers tous les projets un montant de 1 119 000 $ en finances sociales. Présentement, à l'heure actuelle, on est à évaluer le deuxième plan de financement en date du 31 mars 2018.
puisqu'on est encore très tôt, là, tous les secteurs sont à faire leur évaluation présentement. Je n'ai pas de données à vous dire, je n'ai pas le chiffre de final de finances sociales recueilli jusqu'à présent, mais ça regarde très bien. Si on regarde juste les résultats quantitatifs après un an, si après un an, on a obtenu plus de 250 partenaires dans nos communautés, il va sans dire qu'il va y avoir un montant de finances sociales appréciable qui sera répertorié dans la deuxième année du projet. Si jamais vous êtes intéressé à obtenir les données au niveau de la finance sociale par la suite, je vous laisserai des informations pour vous inscrire à notre site Internet et notre bulletin infolettre qui donne des données un peu plus précises là, sur les retombées de nos projets. Après un an, on a aussi des données plus qualitatives, des résultats plus qualitatifs. Les résultats escomptés du projet sont reliés directement à la capacité du milieu associatif francophone et acadien à répondre de façon concrète et efficace à des enjeux importants liés à l'innovation sociale et au développement social. Donc, plus de 85% des organismes ont reçu un appui dans la mise en œuvre de leur projet et le développement de leurs finances sociales. Et la plupart d'entre eux se disent très, très satisfaits de l'appui qu'ils ont reçu par leur secteur, mais également par le secteur, mais également par l'appui intersectoriel. Puis je vais vous parler de ça un peu plus tard. Par exemple, au niveau des appuis, des appuis obtenus, on rencontre des espaces collaboratifs de rencontres sectorielles pour discuter, partager des bonnes pratiques et assurer une synergie dans le secteur, mais également entre les secteurs. Ça permet aussi de briser l'isolement des gestionnaires d'organismes sous-bénéficiaires qui souvent sont se sentent seuls dans la mise en place de leur projet, mais dans le cadre de ces espaces de collaboration-là, ils peuvent partager et s'entraider et discuter de leurs défis respectifs. On a répertorié lors de notre évaluation annuelle des citations intéressantes d'organismes mentionnant que ça leur a permis, ces espaces collaboratifs-là, de s'inspirer de projets qui fonctionnaient bien et de s'inspirer de bonnes pratiques pour, eux, améliorer leur propre projet. Donc, c'est intéressant. Ces espaces collaboratifs-là ont fait avancer les projets dans une communauté, mais aussi dans un secteur. Oups! J'ai oublié de mentionner que plus de 95% des organismes affirment que leur projet aussi contribue à l'innovation sociale et au développement des communautés. Par exemple, je vais donner ici un exemple, le projet accroît des capacités communautaires, par exemple dans le secteur parent, parce que la communauté s'appuie sur des nouvelles initiatives de livraison de services et ça leur permet de sortir des sentiers battus qui sont souvent des initiatives plus innovatrices et qui répondent plus aux besoins actuels de leur public cible ou de leur clientèle. Par exemple, le secteur parent s'est rendu compte que les familles dans le besoin participent de plus en plus à leurs activités parce que l'accès est facilité, parce qu'il y a plus de soutien de la part de leurs organismes provinciaux ou de leurs services de garde.
De plus, certains projets leur ont permis d'accroître de nouvelles clientèles. Par exemple, encore une fois, je me base encore sur le même exemple au niveau du secteur parent. Plus de 540 familles ont été accueillies dans les cercles de francophones et les centres de ressources. Donc, ça accroît l'impact au niveau des clientèles et au niveau des communautés. Pourquoi l'innovation sociale? En fait, il faudrait peut-être juste rapidement rappeler qu'est-ce que l'innovation sociale. L'innovation sociale, c'est le développement de nouvelles idées relatives à des programmes, à des services, à des produits ou à des ressources qui répondent à des besoins sociaux grâce à des manières efficaces ou plus efficaces que celles que les manières, les façons de faire actuelles ou en cours, et qui permettent de produire davantage d'impact mesurable et qui accroît la collaboration de plus de partenaires et l'ensemble de plusieurs secteurs. L'innovation sociale se voit de plusieurs façons dans les 4 secteurs. Je prends ici des exemples, quelques exemples là, par rapport à certains projets dans certains secteurs, mais comme je vous le mentionnais tout à l'heure, je vais vous inviter après ma présentation, si vous avez des cas à partager, à le faire. C'est toujours intéressant d'entendre aussi là, des exemples concrets sur le terrain. Donc, par exemple, ici, au niveau du secteur parent, l'innovation sociale a permis de trouver des nouvelles solutions pour accroître un impact au niveau de leur clientèle de parents. Ici, on mentionne que des fois, trouver des solutions afin d'avoir un plus grand impact possible sur les clientèles. Par exemple, au niveau d'un besoin exprimé où les parents voulaient accroître le nombre de places en garderie francophone, la Fédération des parents francophones de l'Alberta a mis en place un service de soutien et un réseau de garderies francophones au sein même de sa structure organisationnelle. Qu'est-ce que cela a permis? Ça l'a permis d'accroître et de maintenir divers services comme des services administratifs, c'est-à-dire la gestion, les inscriptions, la gestion des ressources humaines, l'inscription, la comptabilité, la licence, l'accréditation, la programmation, au niveau de la communication également. Tous ces services-là qui accroissent la lourdeur administrative a été centralisé et cela a permis aux parents de se décharger de cette gestion-là qui est lourde et qui prend beaucoup de temps, surtout que les parents sont souvent des bénévoles au niveau de la gestion des garderies. Et ça l'a permis aux parents de se concentrer dans d'autres tâches, notamment à accroître les services au niveau des services de garde. Et grâce à cette gestion-là, du 1er avril 2016 à octobre 2017, on a vu un accroissement important du nombre de places en garderie. De plus de, je pense, 92 nouvelles places en garderie ont été ouvertes. Donc, cette amélioration de la façon de faire, de la gestion des services, ça l'a permis d'accroître des nouvelles places en garderie. Ça favorise le retour des parents aussi sur le marché du travail, donc, et aussi ça accroît le nombre de garderies disponibles pour des enfants et ça les permet d'intégrer ces enfants-là dans le continuum d'éducation en français dès la petite enfance. Donc, c'est assez intéressant là, comme innovation sociale pour le secteur parent. Au niveau du secteur aîné, on voit que l'innovation sociale se fait surtout au niveau de l'orientation des projets. Je prendrais par exemple
un exemple concret ici de la Fédération des aînés francophones de l'Alberta, qui a misé sur l'innovation sociale dans l'orientation de ses projets de développement en offrant des pièces de théâtre qui traitent de différents enjeux sur le vieillissement des aînés et qui assure la participation au niveau de la communauté. Des pièces de théâtre ont été tellement appréciées et qui ont eu des impacts au niveau de l'accroissement de la membriété de l'organisme et également ont été en demande, ont suscité un intérêt auprès de d'autres provinces. Et ce qui a permis au groupe de comédiens à développer des nouvelles façons des revenus en vendant leurs billets et qui permettent de se produire à nouveau dans d'autres communautés auprès de d'autres publics. Un petit peu d'eau. L'innovation sociale aussi peut être décrite par la création de nouveaux partenariats. Par exemple, au niveau du secteur jeunesse, un partenariat avec les RD Canada a été développé et c'est un partenariat nouveau. Le secteur de la jeunesse n'a jamais développé de partenariat avec RD Canada. Ça leur a permis de développer un mini forum entrepreneurial cet automne. Et il y a eu tellement de succès que ce genre de partenariat-là va se répéter pendant l'année. C'est un forum entrepreneurial participatif qui s'intitule « Entreprise de parole ». Et c'est centré sur l'entrepreneuriat jeunesse et l'opportunité de discuter et de réseauter avec des experts dans le domaine et avec les jeunes. Donc, c'est une chance incroyable pour les jeunes de se submerger dans le monde de l'entrepreneuriat et ça a permis à la Fédération de la jeunesse canadienne-française d'aller aussi répondre davantage aux besoins de leurs jeunes et d'aller chercher des nouveaux jeunes qui s'impliquent là, dans leurs initiatives. Oups, j'ai sauté un point. Et finalement, l'innovation sociale se trouve aussi au niveau de la prestation de services directs. En ce qui concerne le secteur femmes et personnes aidantes, on voit des projets, notamment en Saskatchewan, avec la collaboration de la Fédération des aînés francophones, des projets de partenariat de services directs avec Baluchon d'Alzheimer, où on voit la possibilité de mettre en place une collaboration avec divers partenaires provinciaux pour mise en place d'un service de répit à long terme et qui permettrait aussi, avec la province, potentiellement d'assurer un service plus permanent. En plus de l'innovation sociale, un des aspects novateurs du projet, c'est l'intersectorialité. Alors, à plusieurs niveaux, l'aspect novateur, tout d'abord, au niveau de la collaboration sectorielle, mais également intersectorielle. Au niveau intersectoriel, la façon dont on a développé l'opérationnalisation du projet, c'est-à-dire 4 secteurs qui travaillent ensemble avec une coordination nationale, ça l'a permis d'assurer une meilleure coordination de l'ensemble du projet et d'offrir aussi un espace de collaboration entre les 4 secteurs qui permettait d'une part d'échanger des pratiques gagnantes d'un secteur à un autre. Par exemple aussi à mettre en place des outils de travail communs, des fiches d'évaluation et des fiches de suivi communes pour la bonne gestion du suivi des projets. Par la suite, chaque secteur qui ont des réalités propres par rapport à leur clientèle ont également mis en place des espaces de collaboration sectorielle
qui a permis au partage et aux échanges afin d'appuyer chacun des organismes. Ça se fait de façon différente d'un secteur à l'autre, mais les collaborations, les espaces de collaboration sectoriels ont permis pour plusieurs d'entre les organismes à mieux développer à mieux répondre à leurs défis et à mettre en place des structures gagnantes pour leurs projets. Mon Dieu, j'ai perdu mon point. OK. Ensuite, sur l'uniformation des outils aussi, on se rend compte aussi que plusieurs secteurs commencent à travailler ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des initiatives au niveau de certaines régions qui collaborent par l'entremise d'une collaboration intersectorielle. Par exemple, au niveau du leadership communautaire et de l'employabilité, on facilite le travail et la formation avec une collaboration entre l'organisme de parents et l'organisme jeunesse dans les territoires du Nord-Ouest. Il y aura éventuellement une série d'ateliers qui vont être organisés par les deux organismes et qui vont répondre aux besoins des deux clientèles. Donc, il y a des projets qui, tranquillement, pas vite, deviennent des projets intersectoriels. Et ça va permettre à des clientèles de travailler de façon plus efficace l'une de l'autre. La pérennité et la viabilité des projets. Donc, la pérennité et la viabilité des projets sont reliés à la diversification des ressources pour planifier et structurer les initiatives sur des bases solides. En effet, la finance sociale est directement reliée à la pérennité et la viabilité des projets. Par exemple, au niveau du secteur parent, établir une structure qui pourrait éventuellement s'autofinancer, c'est une avenue gagnante pour assurer la pérennité et la viabilité des projets au-delà du financement du projet PPDS qui se termine en décembre 2018. Le secteur a, et je cite ici, sécurisé un partenariat financier avec un bailleur de fonds provincial à long terme. Et ça pourrait leur aider à développer une programmation qui pourrait éventuellement devenir plus permanente et venir bonifier des projets déjà en cours. La capacité d'intégrer des stratégies entrepreneuriales et des nouvelles façons de faire au niveau de la finance sociale ou de l'entreprise sociale peut générer des revenus de façon autonome et qui peuvent garantir en eux-mêmes la continuité ou l'offre de services et des projets à moyen et long terme. C'est en fait l'objectif principal de la finance sociale, c'est qu'en appuyant les organismes dans chacun des secteurs à développer cette finance sociale-là, ça peut leur permettre d'assurer une suite de leurs projets de façon à se poursuivre à moyen et long terme. Par exemple, dans le secteur aîné, le Yukon a mis en place une collaboration avec a mis en place un projet de l'Université du troisième âge virtuel en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Et ce projet, en mettant en place certains frais d'inscription et de services qui seraient facturés aux clients, pourrait permettre la poursuite de son projet de façon à poursuivre son projet après le financement de décembre 2018.
Alors, l'approche intermédiaire mise de l'avant par l'Initiative nationale Ensemble pour le développement social des communautés francophones et acadiennes du Canada est innovatrice, mais elle engendre certains défis et demande de mettre en place certaines façons de faire spécifiques. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait durant la première année du projet. Nous avons mis en place toute une opérationnalisation pour essayer de faire en sorte que la collaboration et le développement au niveau national ne serait pas une entrave aux projets financés dans les communautés. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la mise en place dès le départ d'une entente de gestion avec les 4 grands partenaires, la distribution équitable et transparente des 3 millions de dollars du gouvernement du Canada. Ensuite, également la structure d'opérationnalisation, c'est-à-dire la gestion et la coordination sectorielle, le travail intersectoriel en collaboration avec la coordination nationale pour faciliter les suivis au niveau des rapports administratifs à remettre au ministère et également le développement de tous les outils de suivi, les outils d'évaluation également et les tableaux de suivi au niveau de la finance sociale qui, en fait, est un gros morceau parce que pour documenter tous les montants qui sont des montants autres que les reçus du gouvernement fédéral, c'est un travail assez important. Donc, tous ces outils-là étaient importants d'être mis en place dès le départ du projet. C'était des gros défis. De plus, cette approche-là, qui est l'approche intermédiaire, elle est novatrice et favorise aussi, et c'est important de le souligner, ça favorise la prise en charge du par et du pour des francophones qui vivent en situation minoritaire. Parce que en fait, tout l'aspect administratif est pris en charge par les 4 grands organismes, mais les organismes qui sont financés dans les communautés ont la possibilité d'aller chercher d'autres financements pour améliorer, pour répondre aux besoins de leur clientèle ciblée dans leur projet et dans leur communauté. Ça permet aussi la consolidation des divers partenaires financiers autres que les engagements du gouvernement fédéral. C'est une approche plus diversifiée au niveau de la finance sociale. C'est-à-dire que l'organisme bénéficiaire financé par le PPDS devient un acteur de changement pour les communautés francophones parce qu'il appuie d'autres communautés à se développer et à aller chercher d'autres financements et d'autres partenaires. L'approche intermédiaire est importante et je ne dis pas qu'on a réussi à effectuer ce point-là, mais ça permet d'entamer un changement de culture au niveau de l'innovation et de l'entrepreneuriat social dans les communautés francophones en situation minoritaire. C'est une autre façon de fonctionner, d'agir. C'est une autre façon aussi de penser. Et ce projet-là va entamer un dialogue au niveau des communautés à justement avoir la finance sociale et l'entrepreneuriat social et l'innovation sociale comme une autre façon de faire pour répondre à des besoins et à des nouveaux défis. Finalement, l'approche intermédiaire qui est mise de l'avant par cette initiative a permis de créer une synergie entre 4 secteurs distincts. Une approche intermédiaire a limité le travail en silo, a stimulé le travail intersectoriel en mettant en place des stratégies d'opérationnalisation efficaces. Les rencontres intersectorielles, comme je le mentionnais tout à l'heure,
entre les divers secteurs et la coordination nationale a permis d'établir des paramètres de suivi et d'appui pour faciliter le travail des organismes sous-bénéficiaires sur le terrain. Et de plus, ces rencontres intersectorielles-là ont facilité également la mise en place de stratégies qui ont facilité la meilleure reddition de comptes, des rapports trimestriels et des résultats ainsi que des retombées de projets. Les rencontres sectorielles, quant à elles, ont permis un meilleur accompagnement des organismes d'un secteur en créant des espaces de collaboration qui ont conduit au partage de bonnes pratiques. Et finalement, nous constatons aussi que cette collaboration peut aller au-delà d'un même secteur, c'est-à-dire entre deux secteurs, et permettre à certaines provinces de commencer ou d'entamer un début de dialogue entre eux, entre les organismes de deux secteurs d'une même province, en vue de travailler de façon concertée. D'ailleurs, c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine ligne droite du projet, c'est d'accroître cette approche intersectorielle d'une province ou d'une région à l'autre. Finalement, on constate que l'innovation et le développement social sont au cœur des projets qui ont été mis de l'avant dans cette initiative nationale. En mettant en place des activités et des moyens favorisant l'innovation sociale en vue d'assurer une pérennité de leurs projets et contribuer au développement durable de leur communauté. Certains organismes ont déjà entamé des démarches exploratoires d'entrepreneuriat social et de nouvelles approches de finances sociales en vue d'assurer la continuité du projet. Ça va être intéressant d'appuyer ces organismes dans les prochaines lignes droites de projet pour voir comment ils vont pouvoir mettre de l'avant ces idées d'entrepreneuriat social ou de finances sociales en vue de poursuivre leur initiative au-delà de décembre 2018. Alors voilà, c'est un travail qui est toujours en développement. C'est une nouvelle forme d'apprentissage pour nous. Je vous invite à me faire part de vos commentaires. Je sais pas, je vais peut-être laisser la parole à Jérémy si tu veux. Oui, super. Merci beaucoup, Céline. C'était très, très intéressant. Une belle présentation. Comme je le mentionnais avant de céder la parole à Céline pour la présentation, 3 options s'offrent à vous pour poser des questions. La boîte de conversation, la boîte questions-réponses. Et sinon, vous pouvez lever la main. Et comme spectateur, comme animateur, je peux activer votre micro et votre caméra. Puis à ce moment-là, vous allez vous joindre à nous là, pour pouvoir vous adresser directement à Céline. Donc, la parole est à vous. On a déjà une question dans la boîte de conversation, donc de notre collègue Benjamin Stoll qui est basé en Colombie-Britannique. Donc, bonjour, merci pour cette présentation. Où peut-on retrouver l'ensemble des projets menés dans le cadre de cette initiative, par exemple, en Colombie-Britannique? Ah, ben c'est une bonne question, Benjamin. Nous avons créé un site Internet à la Fédération pour justement, à la Fédération, je devrais dire, pour l'ensemble de l'initiative, justement pour présenter l'ensemble de nos initiatives dans les 4 secteurs. En fait, je vais peut-être, je ne sais pas si on peut écrire quelque chose, Jérémy, pour mettre l'adresse. Je vais la dire de vive voix, mais je vais essayer de voir si je ne peux pas l'écrire quelque part. Donc, l'adresse Internet qui présente l'ensemble des initiatives dans les 4 secteurs est la suivante. C'est ensemble-PDS comme programme de développement social.ca. Donc, à cette adresse-là, vous avez l'explication de l'ensemble de l'initiative et tous les projets dans les 4 secteurs. Et de plus, à chaque semaine, chacun des secteurs met de l'avant en vitrine
un projet avec les retombées, les impacts, les partenaires. Et nous avons également des infolettres qui sont publiées à tous les 6 mois qui fait un peu une explication là, des grandes idées de chacun des projets. Voilà. De rien. Super. J'ai partagé l'adresse dans la boîte de conversation pour les autres participants que ça pourrait intéresser. Il nous reste toujours, je dirais, un bon 8 minutes pour des questions, des échanges avec Céline. En attendant de recevoir une autre question, moi j'ai noté quelques éléments, Céline, dans ta présentation. J'aurais une question pour toi. Comment définissez-vous un partenaire dans le cadre du projet? Parce qu'on voit que c'est quand même foisonnant. Puis, j'ai cru comprendre que les attentes étaient autour de 250 initialement, puis maintenant on est à 500. Est-ce qu'il y a eu des conditions gagnantes pour recruter ces partenaires-là ou arriver à ce nombre-là? Alors, ce nombre-là, ben, pour répondre tout d'abord à ta question, partenaire, ben, il y a deux formes de partenaires très spécifiques. Il y a un partenaire financier, mais il y a aussi un partenaire communautaire. Donc, le nombre inclut les 2 partenaires. Donc, on parle autant de partenariat nature que de partenariat d'espèces. Ce qui est intéressant, ce que je voulais mentionner dans le chiffre, c'est que au départ, lorsqu'on avait reçu nos appels de proposition, on demandait à chacun d'organismes, lorsqu'il nous faisait la demande de projet, de nous présenter les partenaires potentiels, mais les partenaires aussi confirmés. Et au départ, on avait bien moins que ce chiffre-là. On avait à peu près 200 partenaires sur les 29 projets là, de présenter. Donc, en bout d'un an, on s'est rendu compte que beaucoup de nouveaux partenaires qui ont vu le jour. Dans ce chiffre-là, on ne définit pas si c'est des partenaires financiers ou des partenaires nature, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui contribuent au projet, autant au niveau communautaire qu'au niveau financier. Parce que quand même, après 6 mois de projet, on obtenait déjà 60% de notre objectif de finances sociales, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de partenariats financiers là-dedans. Ah oui, clairement. J'ai une autre question, commentaire de Caroline Vizina, qui est directrice de programmation à la Société. Donc, merci de l'excellente présentation, Céline, et bravo pour la mise en œuvre et les résultats du projet. Ma question concerne aussi les partenaires. C'est intéressant de voir les nouveaux partenaires que vous avez mobilisés. De quel secteur viennent ces partenaires? En fait, on a 4 secteurs au niveau du projet. Est-ce que tu parles de partenaires, de type de partenaire? C'est difficile de mentionner là, exactement d'où viennent ces partenaires-là parce que le chiffre que j'ai donné ici, c'est un chiffre global. Hein? C'est des 4 secteurs. C'est comme je mentionnais tout à l'heure, c'est des partenaires qui sont autant au niveau communautaire, des partenaires d'espèces que des partenaires financiers. Par contre, il y a dans la plupart des cas, des nouveaux partenaires financiers au niveau des provinces qu'on a constaté. Je n'ai pas, par contre, les pourcentages. Je n'ai pas détaillé ce chiffre-là au niveau des pourcentages de quel type ces partenaires-là proviennent. On a un rapport de mi-parcours qui donne un peu plus de détails. Toutefois, ça reste toujours global en termes de chiffres. Là. Excuse-moi, Caroline, je n'ai pas plus de détails que ça. C'est bon. Caroline précisait, là, c'est ça le type de partenaire, communauté, entreprise, entreprise, scolaire, etc. Oui. On a beaucoup de partenariats au niveau provinciaux et municipaux par la nature des projets. Elle te remercie pour la réponse. On a toujours encore un bon 4 minutes
pour questions-échanges. Avant de poser une prochaine question que je me suis notée pour Céline, je vais vous partager dans la boîte de conversation le lien vers l'évaluation. Donc, on aime toujours recevoir là, vos rétroactions et puis vous pourrez aller là, nous faire part là, de vos commentaires là, via le lien. Donc, ma prochaine question concernait la manière ou les outils que vous avez utilisés pour les espaces de collaboration sectorielle. Je suis un gars pratique, là. Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est des appels téléphoniques, des vidéoconférences ou ça a pris la forme d'activités, de mobilisation de connaissances, d'utilisation de plateformes web? Là, je nomme des exemples comme ça, mais j'étais curieux d'en apprendre davantage là, sur le concret de ces espaces-là. Bien, d'une part, pour ce qui est de l'espace de collaboration intersectorielle, c'est-à-dire entre les 4 secteurs et la coordination nationale, on a une rencontre de travail avec tous les coordonnateurs de secteur à tous les 2 mois. Donc, c'est souvent une rencontre en personne avec appui aussi par vidéoconférence parce qu'on a un coordonnateur qui n'est pas physiquement dans la région. Donc, on collabore comme ça, puis il y a beaucoup de partage. Je vous dirais que le travail de développement d'outils est un travail d'échange. Si les coordonnateurs de secteur n'avaient pas été là dès le départ, probablement qu'on ne serait pas rendu aussi loin parce qu'ils apportent beaucoup leur rétroaction au développement du projet. Donc, c'est sûr qu'on a développé des tableaux, des outils pour s'assurer qu'on collige les mêmes informations pour les rapports trimestriels parce qu'on doit faire un rapport trimestriel au ministère et c'est beaucoup de travail. Mais il y a eu beaucoup d'échanges au niveau des 4 secteurs par la collaboration des coordonnateurs de secteur. Ceci étant dit, en plus de cette plateforme de collaboration, d'échange qui est plutôt opérationnalisation, chaque secteur a son propre fonctionnement avec ses organismes sous-bénéficiaires. Je sais que certains font des rencontres annuelles en personne et font par la suite des rencontres webinaires, offrent un appui aussi beaucoup un à un. Il y a beaucoup de conférences téléphoniques, d'échanges de courriels qui se font des coordonnateurs aux organismes sous-bénéficiaires, notamment aussi par l'entremise des rapports trimestriels. Les organismes sous-bénéficiaires sont en constant contact avec leurs coordonnateurs de secteur, mais chaque secteur a mis en place leur fonctionnement selon les besoins de leurs membres et de leurs organismes. Mais oui, des conférences web fonctionnent très bien là, au niveau là, de chaque secteur, d'autant plus que tous les organismes sont dispersés à travers les communautés francophones à la grandeur du pays, là. Ah oui, effectivement. Fait que dans le fond, c'est un peu plus des modalités collaboratives qui sont liées un peu à la gouvernance du projet, du financement, puis des financements associés. Puis ensuite, ça descend dans les différentes structures qui, bon, eux vont avoir le modalité de gouvernance puis de collaboration avec les communautés ou de contact avec les communautés, non? Oui, c'est ça. Là, ce qu'on essaie de voir, c'est est-ce qu'on peut collaborer d'une autre façon, parce qu'on voit qu'il y a déjà en ce moment des collaborations intersectorielles qui voient le jour, c'est-à-dire entre 2 secteurs dans une même région. Donc, on va possiblement avoir à ouvrir ces espaces de collaboration-là, par exemple, par région. On va voir si c'est possible de le faire, puis peut-être de le faire au niveau financier parce que souvent, surtout si on veut approcher le secteur privé, puisque c'est pas évident, on a essayé certaines stratégies qui n'ont pas fonctionné, mais si on veut approcher le secteur privé, il faudra peut-être travailler de façon régionale plutôt que de façon sectorielle. Donc, ça va être des discussions à prendre dans les prochains mois. Comme on est en période d'apprentissage encore, Ouais. on va voir qu'est-ce qui va fonctionner, puis si ça fonctionne aussi pour tous les secteurs. Là. Donc, c'est à voir. Excellent. Ben, Céline, je te remercie beaucoup.
on n'a pas d'autres questions et on s'était donné 1 heure. Et bon, ça touche à sa fin. Je partage en ce moment l'écran dans le fond pour diriger les gens dans le fond ceux qui sont intéressés pour recevoir plutôt les invitations aux prochains webinaires. Vous pouvez nous écrire info@santéfrançais.ca ou consulter notre section webinaire sur le site de la Société Santé en français. Je vous ai partagé l'hyperlien d'évaluation dans la boîte de dialogue. N'hésitez pas à aller prendre quelques minutes pour le remplir. C'est court et vos avis nous permettent de nous améliorer et de vous offrir des webinaires sur mesure. Céline, je te remercie beaucoup pour ce webinaire et on se dit à la prochaine. Merci. Au revoir. Bye bye.